Florence, accord des Européens pour mettre un terme progressif à l'embargo sur la viande de bœuf anglaise. Congrès des HLM à Bordeaux, l'aide au logement en question. 5 ans après la guerre du Golfe, l'Irak procède à la destruction de sa plus grande usine d'armement chimique et bactériologique. Fête de la musique, en direct à la fin de ce journal, Chico et les Gypsies et Catherine Lara. Aujourd'hui, c'est la fête donc dans toute la France et à Paris, place de la République, il y a déjà beaucoup de monde, vous allez le voir. Louis Carzou, place de la République. Tout à fait, Daniel. Nous sommes en direct de la scène du concert événement de ce soir à Paris, place de la République. Une affiche internationale avec Zucchero l'italien, les Tears for Fears les Anglais. Et puis la place de la République a commencé à se remplir très tôt cet après-midi. Il y a maintenant des milliers de personnes présentes ici à Paris. Mais il faut savoir qu'il y a également d'autres concerts partout dans Paris, dans les villes de province aussi. Et même, car la fête de la musique est désormais internationale, à Pékin et à Shanghai. Merci Louis. Donc rendez-vous à la fin de ce journal pour une fête de la musique spéciale rédaction de France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Les Anglais et leurs partenaires européens réunis à Florence sont parvenus aujourd'hui à trouver un accord pour mettre un terme progressif à l'embargo sur la viande de bœuf venue de Grande-Bretagne. Accord également sur le plan d'abattage anglais et sur les aides aux éleveurs de la communauté. Philippe Sassier, Jean Cordu. Florence, symbole de la Renaissance italienne, aujourd'hui théâtre de la Renaissance européenne. C'est ici que les 15 ont trouvé un accord sur la vache folle. John Major estime pouvoir exporter dans certains cas ces vaches hors d'Europe, mais sous contrôle de la Commission de Bruxelles. Jacques Santer, son président, est hostile à ce procédé. La Grande-Bretagne feint de l'ignorer, elle veut rassurer ses éleveurs. À ses partenaires européens, elle a annoncé la fin de la politique d'obstruction. Une certitude, la levée de l'embargo sur la viande bovine britannique n'est pas décidée. Quant aux éleveurs en difficulté, ils n'ont pas été oubliés. Nous avons obtenu 2 décisions positives. La première, c'est que le montant des aides pour cette année soit sensiblement supérieur à ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'il soit de 850 millions d'écus, soit plus de 5,5 milliards de francs, qui s'ajoutant à ce qui avait déjà été prévu au titre de l'intervention, fait que pour l'aide au marché de la viande, c'est plus de 10 milliards de francs pour l'année 96. Après 3 mois de crise, l'Europe a trouvé une solution politique et John Major n'a pas perdu la face. Mais le problème sanitaire demeure. Les consommateurs ont été compris, les scientifiques seront systématiquement consultés. Et pour relancer la machine Europe, un sommet extraordinaire est prévu en octobre prochain à Dublin. Pour obtenir satisfaction des chefs d'État et de gouvernement européens réunis en Italie, les éleveurs français ont manifesté parfois violemment aux 4 coins du pays la nuit dernière et toute la journée d'aujourd'hui. A commencer ce matin par une image insolite, des vaches sur la Seine. Sophie Jouve. Touristes d'un jour, une dizaine de vaches ont remonté la Seine ce matin jusqu'à l'Assemblée nationale. Une arche de Noé au secours de la race bovine et des éleveurs. Mévente, chute des cours et vogue la galère. À Toulouse, une centaine de bétaillères, 3 à 5 000 éleveurs très déterminés ont défilé cet après-midi. À défaut de rencontrer le préfet, les manifestants sont allés au-devant des consommateurs. Les Toulousains y ont gagné un gigantesque barbecue gratuit. En Saône-et-Loire, opération escargot. On a roulé au pas sur l'autoroute A6 derrière une centaine de tracteurs. Dès hier soir dans le Calvados, 400 éleveurs avaient investi le port de Ouistreham, empêchant ainsi les passagers d'un ferry britannique de débarquer. Contraint de faire demi-tour pour des raisons de sécurité, le Normandie a pu finalement accoster avec 13 heures de retard et quelques échauffourées. Violence encore cet après-midi au Mans où 1 millier d'agriculteurs se sont heurtés aux forces de police. L'affrontement a fait 6 blessés, dont 5 policiers. À Strasbourg, le ton était très anti-britannique, avec un mannequin à l'effigie de John Major brûlé devant le Conseil de l'Europe. Le congrès du mouvement HLM s'achèvera demain à Bordeaux en présence du Premier ministre, M. Alain Juppé, maire de la ville. Au centre des discussions, les aides au logement dont près de 6 millions de personnes bénéficient en France. Le gouvernement est plutôt décidé à économiser dans ce domaine, alors que la population des HLM a plutôt tendance à disposer de revenus de plus en plus bas. Une des préoccupations actuelles du mouvement HLM est de détruire ces immenses barres de béton construites dans les années 60 au moment de la grande crise du logement pour les remplacer par des habitations, disons, à dimension plus humaine. Tout de même,
Certains se demandent pourquoi. Et à Bordeaux, où se tient justement le congrès des HLM, il y a un homme qui fait de la résistance, installé depuis sa construction dans une de ces bars, ce qui fut appelé à l'époque la Cité Lumineuse. Jean Pézieux, Franz Vaillant. Près du pont d'Aquitaine, dominant le quartier au nord de Bordeaux, la Cité Lumineuse. Une barre de 360 logements, vidée de ses locataires par l'organisme HLM Aquitanis en vue de sa démolition. Michel est le dernier occupant de l'immeuble. Il en fut aussi le premier en 1960. Depuis, en tout cas, avec sa femme, il a toujours habité ici. Des travaux importants ont été réalisés il y a 15 ans par Aquitanis. Mot d'ordre alors, on entretient. Les locataires ont également fait des travaux. Est-ce parce que le logement était en mauvais état? L'appartement? Ah non, je l'ai refait tout le temps. Mais fatigué, comment vous voulez dire, les murs? En bon état? Oui, dans le temps, ils ont pareil. L'immeuble est en bon état, des architectes confirment. Alors, à qui est due la situation actuelle? À la ville, dit Michel, et aux occupants, qu'elle a mis. Ça s'est dégradé petit à petit. Alors quand ça s'est dégradé il y a 5 ou 6 ans complètement, ils ont dit qu'il fallait démolir parce que c'était un ghetto aussi là. Ben, c'est parce qu'elle a servi de poubelle à la ville de Bordeaux. Certains ont proposé qu'on rénove la cité. Aquitanis et la ville maintiennent la démolition. Coût 250 000 francs par logement. Ce sont des logements très petits, qui ne correspondent plus aux besoins actuels, avec des très petites cuisines, par exemple, des très petites salles de bain. Les équipements de confort sont largement dépassés, il faudrait pratiquement tout refaire. Donc non seulement le bâti n'est pas en très bon état, les équipements intérieurs ne sont plus du tout adaptés à la demande d'aujourd'hui, et puis en plus il y a une concentration énorme dans un seul bâtiment, et on sait que tout ceci est quand même assez rejeté maintenant par la plupart des habitants. À l'emplacement de l'immeuble est prévu un pôle urbain, mais le projet n'est pas encore arrêté, a dit Alain Juppé. En attendant, plusieurs commerces du quartier ont fermé, conséquence du départ des 1400 habitants de la cité. On fait de la publicité pour les sans-logis qui squattent dans les maisons et tout, puis là on détruit ça, c'est un peu contradictoire quoi. Contradictoire en effet, les politiques. Un jour ils soutiennent la cité, un autre ils la condamnent à disparaître alors qu'on manque de HLM. Récemment viennent d'avoir lieu des élections au sein des associations de locataires HLM. À cette occasion, le Front National, pour la première fois, a présenté des listes qui ont obtenu un certain succès, ce qui ne manque pas de faire réagir. Michael Darmon, Jean-Paul Mioto. Le Front National entrebâille la porte des offices HLM. Sur 35 listes présentées, le FN locataire obtient 17 sièges dans plusieurs organismes HLM de France, insuffisant toutefois pour appliquer la préférence nationale. Mais cette présence même limitée du mouvement lepéniste dans les conseils d'administration inquiète les autres associations de locataires. C'est aussi des sentiments peut-être de ras-le-bol de certaines choses, les travaux qui ne sont pas faits dans les cages d'escalier, lorsque les ascenseurs ne sont pas utilisables. À la longue, les locataires, c'est un peu un cri de révolte aussi. Pendant 2 semaines, le scénario s'est répété. Le FN locataire est arrivé en 2e ou 3e position derrière la Confédération nationale du logement tendance gauche, pour qui le Front National a politisé des élections associatives. Il n'y a pas de percée du Front National à ces élections, il ne fait que reproduire le score des élections politiques avec environ 15% là où il se présente, là où est son fonds de commerce électoral dans les cités HLM. Et nous ne pouvons que regretter cette situation où le Front National excite les locataires, ne fait pas de réelles propositions de changement. En quête de relais électoraux en milieu populaire, le FN se déclare satisfait de l'opération. À l'occasion de ces élections jugées politiquement peu importantes, nombre de locataires ont levé un tabou en installant pour la première fois le Front National dans les immeubles HLM. C'est encore officieux, mais le gouvernement serait sur le point d'annoncer une revalorisation du SMIC au 1er juillet, hausse réduite au strict minimum légal cette année, plus 0,34%, ce qui porterait le salaire minimum à un tout petit peu plus de 5 000 francs par mois. Hier à Bruxelles, les Européens se sont mis d'accord pour ouvrir à la concurrence le marché de l'électricité en Europe. Dans un premier temps, seules les grosses entreprises pourront en profiter et sur ce terrain, EDF reste très bien placé en France et dans le reste de l'Union européenne. Pascal Golomer, Christophe Hérault. C'est l'une des plus grosses usines chimiques de France. À Pont-de-Claix, près de Grenoble, Rhône Poulenc fabrique ici toutes sortes de produits pour les peintures, les insecticides, les articles en mousse et consomme énormément d'électricité, l'équivalent d'une ville d'1 million d'habitants. Mais c'est à Paris, au siège du groupe, qu'on négocie les contrats. Et c'est ici qu'on réfléchit déjà à ce que proposera la concurrence, à l'étranger ou même en France.
Pourquoi par exemple ne pas construire près des usines des petites centrales au gaz qui fourniront à la fois de la chaleur et de l'électricité, la fameuse cogénération. Rhône-Poulenc a sur certains de ses sites déjà des installations de cogénération et peut dans certains cas avoir des excédents qu'il pourra donc livrer à d'autres sites de Rhône-Poulenc ou éventuellement revendre à d'autres industriels éligibles. Un marché encore marginal, pas de quoi inquiéter pour l'instant les responsables commerciaux d'EDF qui se savent très compétitifs en Europe. Mais vous savez, à EDF, la concurrence c'est une vieille pratique. Nous n'avons pas attendu cette situation nouvelle. Depuis quelques années, nous avons baissé nos prix. Nous avons également élargi notre gamme de services et nous avons amélioré notre qualité. Alors que proposeront les fournisseurs étrangers? Les Britanniques, par exemple, pourront-ils alimenter un jour l'usine de Pont-de-Claix? Techniquement et commercialement, c'est tout à fait faisable. Ça dépend de la taxe de transport, évidemment. Mais je pense pour des sociétés en Suisse, peut-être, ou je ne sais pas, en Espagne, peut-être, ça serait possible. Autre possibilité pour les étrangers, construire leur propre centrale en France. Projet très coûteux, trop peut-être, lorsque la guerre des prix menace. À la veille des vacances, le ministre de l'Intérieur, M. Jean-Louis Debré, a été inspecté aujourd'hui la base des Canadair, ces avions anti-incendie basés à Marignane, l'aéroport de Marseille. Chaque année se renforce, principalement dans le sud-est bien entendu, un plan visant à empêcher au maximum les départs de feu. Gilles Marinet, Jean-Michel Mire. Embusqués, à l'affût sur les hauteurs de Marseille, ils attendent l'ordre d'intervention qui viendra d'un poste de commandement situé près d'Aix-en-Provence. Ce qui se décide dans cette salle conditionne l'action de 27 000 pompiers dans 14 départements du sud-est. Et il en est de même pour les bombardiers d'eau basés à Marignane. Celui-ci est un tracker, avion spécialisé dans la détection et l'extinction des départs de feu. Tout ce dispositif repose sur l'analyse d'une multitude de données fournies entre autres par Météo France et l'Office national des forêts qui surveillent en permanence l'état de la végétation. C'est ainsi que 2 fois par jour, les ordinateurs fournissent une carte des risques. Donc c'est une carte avec une cartographie donc, de couleur verte et à des risques faibles ou habituels. Par contre, si nous avions une couleur qui ressortait mauve et rouge, là ce serait une carte avec des risques sévères, voire même très sévères. À partir de cette carte, le guet s'organise. Posté sur les hauteurs, des dizaines de vigies sollicitent à la moindre fumée l'intervention des bombardiers d'eau. Alors une journée comme aujourd'hui, je peux détecter un feu jusqu'à 10 km. 10 à 15 km, c'est le rayon d'action des unités sorties de leur caserne et réparties au sol, un gain de temps évident. Pour venir là où on est en ce moment, il nous faudrait plus d'un quart d'heure. Alors là on est placé, on gagne du temps et rapidité d'action, le personnel est en place après intervenir. Des avions, des centaines de véhicules, des milliers d'hommes. Le système français de lutte contre les feux de forêt est certainement le plus dense au monde. Et pourtant, comme tous les étés, il suffira de la conjonction d'une imprudence et d'un fort Mistral pour engendrer le pire. Cela, les pompiers ne l'oublient pas. Cet exercice montre comment un groupe d'attaque cerné par les flammes peut créer un véritable dôme liquide pour se protéger. Un répit de courte durée. En 10 minutes, le contenu des citernes sera épuisé. En bref, le maire de Nice, M. Jacques Perrat, d'hiver droite, ancien membre du Front National, vient officiellement d'adhérer au RPR. Le maire de Paris, M. Jean Tibéri, mis en cause dans l'affaire de l'office HLM de la capitale, répète aujourd'hui qu'il ne démissionnera pas et dénonce une nouvelle fois la campagne de dénigrement dont il fait l'objet. L'actualité internationale. 5 ans après la fin de la guerre du Golfe, les Irakiens ont enfin accepté de collaborer activement à la destruction de leur plus importante usine de fabrication d'armes chimiques et bactériologiques. Laurent Boussier. Première explosion, deuxième explosion, et le plus grand complexe de production d'armes bactériologiques irakiennes disparaît dans le bruit et la fumée. Retour sur une destruction annoncée. Situé à 80 km au sud de Bagdad, le complexe d'Al-Akman faisait partie de ces sites que devait détruire l'ONU conformément aux résolutions sur les armes de destruction massive irakiennes. Longtemps, les officiels irakiens ont soutenu que ces bâtiments ne renfermaient qu'une usine de production de poulets. Mais les visites répétées des inspecteurs de l'ONU et la surveillance constante par caméras télécommandées avaient très vite fait découvrir la vérité, contraignant les Irakiens à accepter cette destruction.
Le travail n'a pas été simple, très dangereux. Les produits bactériologiques fabriqués et stockés là ont d'abord dû être neutralisés, puis évacués ou enterrés avant que les artificiers ne fassent leur travail. À la fin, les Irakiens ont bien coopéré. Je suis sûr qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin d'une usine de fabrication d'armes bactériologiques. Selon les experts de l'ONU, il reste encore quelques zones d'ombre dans le programme de désarmement irakien. Un avis que conteste évidemment le gouvernement de Saddam Hussein. Puis encore le pape Jean-Paul II qui est arrivé cet après-midi en Allemagne. Premier voyage du Saint-Père dans ce pays après la chute du mur de Berlin. C'était en 1989. Il se rendra sur place à Berlin et il en profitera également pour procéder à la béatification de 2 religieux allemands victimes de la terreur nazie. Selon une étude du ministère du Tourisme, les Français choisissent comme lieu de vacances en priorité la mer pour plus de la moitié d'entre eux. Et leur budget est en moyenne de 8 200 francs par famille. La durée du séjour est à la baisse, un peu moins de 15 jours. Et 75% d'entre nous resteront en France pour ces vacances. Pour ceux qui décident de partir à l'étranger, il y a des pays où le change est plus avantageux qu'ailleurs. Florence Duprat, Yann Jiquel. Pour choisir sa destination de vacances, le globetrotter a 2 solutions. Il peut toujours rêver sur catalogue ou plus concrètement, regarder la valeur du franc. Dans certains pays, le touriste français a plus d'argent dans son porte-monnaie. Il est le roi au Maroc, où un billet de 100 francs représente un pouvoir d'achat de 160 francs. Gagnant aussi les voyageurs qui partent pour la Grèce, l'Italie, l'Espagne et cette année encore les États-Unis. Pour le Japon, il faut en revanche casser sa tirelire. Une fois choisi sa destination, le vacancier a tout intérêt à diversifier ses moyens de paiement, une carte bancaire, un peu d'espèces et pour la sécurité, des chèques de voyage. Le traveler chèque vous est remboursé sous 24 heures en cas de perte de vol et c'est aussi un moyen de paiement accepté chez beaucoup de commerçants. C'est un moyen contre lequel vous pouvez échanger des espèces et des devises. Et comme il n'y a pas de petites économies, il est toujours plus intéressant de changer de l'argent en France. On peut faire jouer la concurrence et même négocier une petite remise auprès de sa banque. Sans oublier la Banque de France, très compétitive puisqu'elle n'applique pas de commission. Une fois à l'étranger, évitez le bureau de change de l'aéroport et ceux des hôtels, toujours plus chers. Autant d'astuces pour partir l'esprit tranquille, sans perdre au change. Il y a, disons, les vacances classiques, il y en a d'autres beaucoup plus originales. C'est le cas dans un petit village de Saône-et-Loire où une famille d'agriculteurs a décidé d'organiser des séjours vraiment très différents, mais vraiment très différents de ce que vous pouvez imaginer. Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Molin. Bonjour. Alors, vous avez passé une bonne nuit? Très bien, oui. Il est 8h15. On se retrouve dans une demi-heure à l'extérieur. D'accord. Mettre les clients sur la paille, il fallait y penser. Pour le prix d'une nuit d'hôtel, environ 150 francs, certains peuvent réaliser leur rêve, dormir dans le foin, dans une vraie grange. Ça, c'est, je crois, un fantasme de citadin. Et c'est vrai que nous avons plaisir à les recevoir et eux à s'amuser dans la paille. Alors c'est la nuit, mais c'est aussi pas mal de chahuts et parfois d'autres choses. Que faire quand on hérite d'un château et de ses dépendances qui autrefois nourrissaient 4 ou 5 familles? Les ouvrir et recevoir des touristes en visant une clientèle bien précise. Ce sont essentiellement des étrangers et qui viennent ici effectivement soit pour les paysages, soit pour les monuments, soit pour le vin ou la viande charolaise, et ça fait partie de la culture. Même s'il vient de la ville, François Convert a d'abord appris à travailler la terre. Je pense qu'il faut rester agriculteur parce que c'est une vie superbe et puis c'est un bon point de départ pour d'autres activités, éventuellement pour vendre d'autres activités. Nous avions quand même et des bâtiments et un environnement et un paysage qui nous permettaient d'envisager du tourisme familial ou du tourisme pour entreprise. Le mot d'ordre au domaine de Bousserin, diversifié. L'une des activités les plus rentables, les séminaires. Et devinez ce que choisissent les cadres qui souhaitent se remettre en question. Ce lieu hors du commun où on peut à la fois travailler tout en étant détendu, ce qui est quand même un luxe aujourd'hui dans la civilisation et dans le monde dans lequel nous vivons. Mais François Convert peut peut-être aussi passer pour un original auprès de ses voisins. C'est peut-être choquant au regard des agriculteurs du coin, quoi, parce que bon, enfin, c'est pas l'agriculteur traditionnel, quoi. Mais ce qui fait, bon, enfin, ça regarde personne. Hein.
Et il faut aussi servir de guide aux touristes. À cheval ou en VTT, François Convert sillonne les chemins de campagne. À 5 km de là, l'un des sites qu'il affectionne, le temple tibétain de Laboulay. Les rapports de voisinage sont excellents avec les lamas. Cet agriculteur, pas comme les autres, a décidé de développer autrement un certain art de vivre en Charolais. Après les graves inondations d'hier dans la province de Toscane en Italie, c'est la grêle qui s'est abattue aujourd'hui sur la ville de Bergame. Plusieurs dizaines de centimètres en quelques heures, vous le voyez, des dégâts, mais a priori pas de blessés. Il faisait chaud et froid aujourd'hui en Italie, dans la région de Bergame. Le cinéma américain est friand de superproductions aux budgets impressionnants. C'est le cas actuellement en Italie où un film sur une courtisane de Venise se tourne, non pas à Venise, mais à Rome, où l'on a reconstitué entièrement le Grand Canal. Reportage de notre correspondant Alain Chalon. Jamais vous ne verrez Venise ainsi. Vide, sans touristes, avec ses gondoles tranquilles, une eau émeraude, avec des palais Renaissance impeccables, comme neufs. Vous ne verrez jamais Venise ainsi, car ce n'est pas Venise, mais un décor de cinéma. Nous sommes à Rome, à Cinecittà, où l'on a ainsi reconstruit la Sérénissime pour les besoins d'un film américain, Une honnête courtisane. Un travail de titan qui a pris plusieurs mois et coûté la bagatelle de 12 millions de francs. Le producteur, qui a payé le décor, avoue, mais un peu tard, s'être fait piéger par le metteur en scène. Il n'est pas con ce metteur en scène, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit on va tourner en Venise. Peut-être s'il m'aura dit avant, j'aurais réfléchi des fois. Le metteur en scène, Marshall Herskovitch, ne regrette rien. À Venise, il n'aurait pas pu faire patauger ses acteurs dans l'eau, c'est strictement interdit. Et puis, ces images auraient toujours été polluées par une antenne de télévision, des touristes, un bateau à moteur. Sans compter que la Venise d'aujourd'hui n'est plus tout à fait celle du XVIe siècle. La Renaissance à Venise, à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens d'extravagance, de jeux. C'est une époque où ça bougeait beaucoup, très dangereux, une vie assez folle. Impossible donc également de changer de cadre, de transposer l'action ailleurs. On s'est donc résigné à construire ce spectaculaire et coûteux décor. Et au total, même le producteur est content. Ça coûte toujours plus cher, mais ça va, ça a été pour le moment vraiment une superbe expérience. Un beau décor ne fait certes pas un bon film, mais il y contribue. Et en tout cas, cette production a déjà eu le mérite de redonner un peu de vie à Cinecittà, où il y a encore un an, les restes des décors de Fellini semblaient se morfondre. Le sport maintenant avec l'Euro 96 de football, avant le quart de finale de demain soir de la France contre la Hollande. Les Français se préparent le plus sereinement possible. Et pour se mettre dans l'ambiance, ils sont allés faire quelques pas sur le stade mythique de Liverpool, mythique en tout cas pour les amateurs de football. Yann Lavoie, André Germain. Le rouge leur va si bien lorsqu'ils pénètrent sur la pelouse d'Anfield Road. À Liverpool, ce stade est une cathédrale où la messe y est dite un week-end sur deux. Anfield Road et son nouveau COP, désormais avec des sièges, ne laisse personne indifférent. Effectivement, c'est un très très beau stade et bon, qui a une histoire, la ville a une histoire, et à travers son club, à travers les Beatles. Pour les Pays-Bas, Aimé Jacquet a son plan de bataille entre les mains. À chaque match, sa vérité, a-t-il coutume de dire. Le tout est de savoir quelle vérité. Sur les 3 matchs, il nous a un petit peu dit comment ça allait se passer. Le premier match, ça se jouerait sur pas grand-chose sur une erreur technique. Le gardien est peut-être sorti alors qu'il fallait peut-être pas. Le deuxième match, il nous a dit que ça se jouerait sur une petite touche technique d'un joueur qui allait faire la différence et que le match serait très fermé, qu'il y aurait peu d'occasions. Ça a été le cas et puis les Bulgares, il nous a dit qu'on ferait la différence techniquement et je pense que c'est ce qui a eu lieu. Nous n'avons rien su de ce qu'Aimé a dit aux joueurs sur le match à venir. Mais on a vu l'élève réciter sa leçon et le professeur trouver à redire, même à l'un des plus doués de sa classe. Alors maintenant, du côté des Hollandais, qualifiés de justesse, l'ambiance, disons, n'est pas au beau fixe. Visiblement, il y a des dissensions au sein de l'équipe. Christophe Duchiron, Frédéric Bazy.
On ne voudrait pas exagérer, mais avec ses barbelés, son air sinistre, on dirait un genre de prison. Et pourtant, ce n'est pas une prison. C'est juste un terrain d'entraînement qui ressemble à un centre de réinsertion pour joueurs néerlandais en difficulté. Ici, on les entraîne et on les fait courir pour oublier. Oublier la désastreuse défaite face à l'Angleterre mardi dernier, qui a humilié le footballeur et traumatisé le supporter. 4 buts encaissés, les oranges pressés, les oranges écrasés, mais les oranges qualifiées in extremis grâce à un but de pluie verte en fin de match. Tout ça n'est pas très glorieux. Il faut que l'on tienne compte de ce jour sans pour aller plus loin. Contre la France, nous tombons sur un adversaire très fort qui peut tuer le match et qui peut être dangereux aussi. Pour nous maintenant, c'est une bonne expérience, avec un peu de chance et beaucoup de réussite. Nous sommes toujours vivants. D'ordinaire, le Batave ne manque pas de talent, sauf que cette fois, il y aurait, dit-on, comme un problème culturel entre joueurs originaires du Suriname et les autres. On ne s'apprécierait guère. Et si vous demandez si les choses s'arrangent, vous verrez que l'on manie la langue de bois aussi bien que le ballon. Est-ce que l'harmonie est toujours bonne dans l'équipe? Sûr ou pas sûr, toujours est-il qu'en quart de finale, la France va affronter un adversaire qui n'est pas au mieux dans ses chaussures à crampons. La fête de la musique maintenant, c'est aujourd'hui et surtout ce soir dans toute la France l'occasion d'entendre les grands de la chanson, nous allons en entendre dans un instant, mais aussi des jeunes musiciens qui se produisent souvent pour la première fois en public. C'est le cas à Strasbourg où 2 jeunes passionnés de jazz, âgés de 12 et 15 ans seulement, sont prêts pour leur première grande soirée. Ludovic Fossard, Sylvain Gauthier. John, 15 ans seulement, batteur de jazz avec des baguettes à la place des mains. Quant à son frère Jim, 12 ans, il a déjà les doigts qui volent comme des papillons. John et Jim, 2 prénoms qui sonnent comme un film, pour un groupe dont les anciens pensent que ce n'est pas le nombre des années qui fait la valeur du musicien. On a plus souvent affaire à des prodiges en matière de musique classique, tandis qu'en jazz, c'est beaucoup moins courant parce qu'il faut du feeling. Il faut du feeling et je pense que c'est le mot, c'est ce qui prime. Leur qualité, c'est de ne pas se sentir exceptionnel, c'est d'être travailleur et voilà. Et puis en même temps, bien sûr, leur talent de musicien. En fait, je pense qu'il faut travailler avant tout. Le don, je ne sais pas si on l'a, j'en sais rien. En fait, j'ai jamais vraiment cherché à savoir si on avait un don pour ça, j'en sais rien. En tout cas, le plus important, c'est le travail. Et quel regard vous portez sur la fête de la musique? C'est comme Nouvel An. Ouais, c'est bien comme c'est une fête pour tous les musiciens et puis les gens peuvent sortir. C'est un jour, c'est la fête pour tout le monde. On avait déjà joué l'année dernière, c'était bien, il y avait l'ambiance, c'était génial. Et cette année, je pense que s'il pleut pas, ce sera bien. Ce qui n'est pas évident, c'est gris, mais on s'installe quand même en espérant la clémence du ciel. C'est la fête de la musique donc, et la rédaction de France 2 vous présente sa participation ce soir à cette fête. Ça se passe pas très loin d'ici, c'est juste dans la cour de l'avenue Montaigne avec 2 vedettes, Chico et les Gypsies, et d'abord Catherine Lara, Éric Perrin. Pour faire la musique et pour fêter la musique ce soir, nous vous proposons un cocktail fait de joie de vivre et de rythme, avec pour commencer, je vais dire, l'énergie faite femme, Catherine Lara. Catherine, bonsoir. 15e édition ce soir. Est-ce que c'est toujours le même plaisir de participer à cette fête? Fête de la musique, c'est presque un pléonasme. La musique, pour moi, ça a toujours été une fête. Mais ce soir, c'est la fête pour tout le monde. Alors, je suis très, très, très honoré d'être là. Alors, pas de blabla, mais du Lara. On va écouter un premier extrait de votre 19e, ah, il fallait la faire, de votre album Mélomanie, la chanson titre.
Merci Catherine. On va maintenant partir vers un autre univers, c'est celui de Chico and the Gypsies. Alors sachez qu'ils nous ont fait une fleur en étant là ce soir, parce que dès demain il sera avec l'orchestre en Palestine pour faire une autre fête de la musique, celle de la paix, car sachez-le, Chico est envoyé spécial de l'UNESCO de la paix. Vous êtes gitan, la musique elle fait partie vraiment de votre vie de tous les jours, Chico? Complètement, et nous la puisons dans notre émotion et dans celle du public que nous avons en face de nous, et celui de ce soir qui nous regarde. Nous sommes très heureux de participer à cette fête de la musique. Alors les chansons, ça sert aussi à traduire des émotions et parfois à faire des déclarations d'amour. Celle à qui vous déclarez votre flamme, elle s'appelle Marina. C'est le titre d'ailleurs de l'album qui sort aujourd'hui. Marina, Chico and the Gypsies. Allez. Sabes que te quiero. Si no te tengo yo a mi lado. A niña mía, no te vayas. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo yo a mi lado. Niña, dime si tú a mí me quieres, porque yo niña me vuelvo loco. Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo yo a mi lado. Niña, dime si tú a mí me quieres, porque yo niña me vuelvo loco. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. La verdad, dime ya si tú me quieres. Ay, no me digas nada de más, porque yo te quiero a ti. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo, no digas que tú me quieres, porque me muero yo. Porque me muero yo, porque me muero yo, porque me muero yo. Éric Perrin? Éric? Oui. Éric, puisqu'on a la chance d'avoir Chico, les Gypsies et Catherine Lara, et qu'on a encore un tout petit peu de temps, est-ce qu'on ne pourrait pas les réunir pour une dernière chanson? Alors, une dernière fois, on pourrait même presque essayer de faire peut-être un petit duo. Catherine va rejoindre Chico pour interpréter une chanson qui fait partie véritablement du patrimoine de la chanson française. Il s'agit de La Mama, ça va vous faire plaisir. Elle a été créée bien sûr par Charles Aznavour, qu'on a écrit la musique, mais on l'ignore, c'est un certain Robert Gall qui en a écrit les paroles. Il s'agit tout simplement du papa de France Gall. Alors on se quitte sur ce duo, dans une version franco-espagnole, preuve que cette fête de la musique est internationale, sur la réalisation de Freddy Osser, La Mama. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir.
María, Madre de Dios, que yo te canto con amor y yo te canto Ave María. Tanto amor.